Rosé, AstraZeneca, on vient d'avoir l'autorisation par la Haute Autorité de la Santé, ça c'est une bonne chose. La chose moins positive, c'est qu'on en aura peu, qui sera réservé aux moins de 65 ans parce qu'il n'est pas très efficace pour les plus de 65 ans et qu'on va le réserver au personnel soignant. C'est une bonne chose, ça ou pas? De le réserver au personnel soignant et aux moins de 65 ans? On n'a pas le choix. À partir du moment où il a été décidé qu'il n'était pas suffisamment efficace pour les plus de 65 ans, on n'a pas le choix. On est obligé de l'utiliser pour les moins de 65 ans. Mais croyez-moi, il y a un nombre certain de personnes qui vont être ravies de l'avoir parce que parmi les moins de 65 ans, vous avez énormément de personnes fragiles qui sont en attente d'être vaccinées. Et qu'importe. Il est moins efficace que les vaccins ARN. Hein, alors, l'efficacité est autour de 60 à 70%, oui. Mais à partir du moment où il est supérieur à 50%, ça permet au moins d'éviter les formes graves et la réanimation, les hospitalisations. C'était l'objectif qui avait été fixé. Donc pour moi, c'est tout à fait acceptable. Le fait qu'il ait été pas retenu pour les plus de 65 ans à cause de la réaction qui ne serait pas suffisante, tant pis, c'est comme ça. Mais on a besoin de vacciner de façon urgente aussi tous les soignants, quel que soit leur âge. Oui. Pas que les soignants de plus de 50 ans ou comorbidité. Tous les soignants, il y a urgence à les vacciner et correctement. Et il y a urgence à vacciner quelques millions de personnes qui sont à très haut risque de se retrouver en réanimation et qui ont moins de 65 ans. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il arrive et que j'espère qu'il va arriver en masse et qu'on va le distribuer en masse et qu'on ne va pas avoir la même histoire, à savoir qu'on veut centraliser par principe d'égalité et finalement par principe d'égalité, on se retrouve à une grande inégalité. Docteur Alexandre, sur ce vaccin AstraZeneca. Oui, sur le vaccin, vous savez, il y a, quand on vieillit, ce qu'on appelle l'immunosénescence. C'est-à-dire que les globules blancs fatiguent. Comme les cellules de la peau, comme les cellules des muscles. C'est pour ça que quand on vieillit, on a une certaine décrépitude physique que je connais en tant que senior. Donc, chez les personnes âgées, les globules blancs sont moins efficaces. Et il se trouve que les vaccins ARN sont très peu concernés par cette immunosénescence. Même chez les personnes âgées, on a un résultat qui est tout à fait satisfaisant. Alors qu'avec les vaccins traditionnels comme l'AstraZeneca, on a une moins bonne réponse chez les personnes âgées du fait de cette sénescence de leurs globules blancs. Mais on observe ça avec d'autres vaccins. Le vaccin contre la grippe, il est un petit peu surdosé justement pour compenser le fait que les globules blancs sont fatigués chez la personne âgée. Donc il est normal que l'on réserve aux moins de 60-65 ans l'AstraZeneca. Idéalement, il faudrait donner un vaccin ARN à tout le monde, mais on n'a pas le choix, on n'en a pas, et il vaut mieux vacciner avec l'AstraZeneca qui est moins efficace que les vaccins ARN que de ne rien faire, compte tenu du fait que contrairement à Israël qui lui a 100% de vaccins ARN, nous n'aurons pas de toute façon suffisamment de vaccins ARN pour vacciner tout le monde. Donc il est logique chez les gens moins fragiles, qui sont les personnes moins âgées, qu'on donne le vaccin à AstraZeneca. Je suis d'accord avec ma confrère, ça donnera déjà une protection. Docteur Inaourazé, vous voulez rajouter quelque chose? Alors moi, je pensais que parmi les moins de 65 ans, vous en avez certains qui sont plus fragiles que les plus de 75 ans. En moyenne. En moyenne. Non, mais quand je disais ciblé, c'était vraiment cibler cela. Et parce que c'est ceux qui se retrouvent en réanimation et qui font la saturation du système de santé. Et je peux vous dire qu'on est en train de s'y préparer pour le mi-février. Docteur Alexandre, ça veut dire, au regard de l'efficacité des vaccins ARN, qui vont supplanter tous les autres vaccins dans les années à venir? Écoutez, on n'y croyait pas, les vaccins ARN. C'est une énorme surprise. Moderna est une entreprise qui a travaillé depuis très longtemps, puisqu'elle avait levé 5 milliards de dollars il y a 10 ans. C'est une société dirigée par un Français. Et les gens étaient très dubitatifs sur la technologie Moderna et n'y croyaient pas trop. Et ils ont réalisé un vaccin extrêmement vite. On se rend compte qu'il donne très peu d'effets secondaires, qu'il a une efficacité très supérieure à ce qu'on imaginait et très supérieure aux autres vaccins, qu'il s'agisse du Moderna ou du BioNTech. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui pensent que dans le futur, il est probable que de plus en plus de vaccins vont être faits avec de l'ARN. Ça en plus un avantage, c'est qu'on peut le faire extrêmement vite. Parce que fabriquer un morceau d'ARN aujourd'hui, grâce à la révolution génétique, ça se fait extrêmement vite. Et on pense qu'on est capable de faire un nouveau vaccin contre un nouveau microbe en 100 jours. Validation administrative comprise avec l'ARN. Donc, il y a fort à parier que dans les années qui viennent, une partie importante des vaccins vont être ARN. Ça pose un problème à Sanofi en France, qui n'a pas misé sur ces technologies, mais qui a le potentiel pour rebondir après l'échec de son vaccin. L'échec de Sanofi, il est cinglant.
Mais c'est pas la faute de Sanofi. Sanofi a choisi une voie qui n'a pas marché. En recherche, on se plante souvent, on échoue souvent. Donc il ne faut pas accabler Sanofi. Sanofi n'a pas eu de chance. Il se trouve que l'ARN messager marche beaucoup mieux que tout ce que les experts avaient envisagé ces dernières années. Docteur et justement, pour rebondir sur l'ARN messager, finalement, beaucoup de gens n'y croyaient pas et ne pensaient pas que ça allait arriver aussi vite. Et c'est peut-être aussi une des raisons, parce que je suis quand même un peu malheureuse quand on tape sur l'Europe, parce que moi, je suis une pro-européenne et pour tous les jeunes, je trouve que c'est une chance incroyable d'avoir des amis, de circuler, de pouvoir vivre dans n'importe quel pays de la communauté européenne. Et je pense que dans leur stratégie européenne de l'Union de faire force ensemble et de commander ensemble, ils n'ont pas vraiment cru à la rapidité et à la vitesse à laquelle arriverait ce vaccin. Moi, je pense qu'en novembre, on n'y croyait pas encore. Bien sûr. On y a cru en décembre. La plupart des grands médecins, d'ailleurs, n'y croyaient pas. Bien sûr. Moi-même, je me disais, on aura probablement un vaccin vers février-mars, et je pensais plutôt à AstraZeneca. Les fabricants de vaccins traditionnels ne croyaient pas à l'arrivée flash des vaccins ARN, donc pensaient avoir le temps d'ajuster les doses et de faire plusieurs essais pour trouver la bonne dose d'antigène. Il se trouve que les vaccins ARN ont marché très vite, très fort, et donc ils n'ont pas eu le temps d'avoir leur stratégie lente de mise au point du vaccin. Alors, avant de parler du variant, parce que c'est un vrai sujet d'inquiétude, vous avez évoqué la vaccination en Europe. On est parmi les moins bons quand on se compare aux autres pays du monde. J'ai demandé à Florian Tardif, qui est arrivé sur ce plateau, d'être avec nous. Bonsoir Florian, et de nous faire un petit point sur où on en est au niveau de la vaccination par rapport à l'Europe et au monde. Oui, justement, on va revenir sur ces dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé qui vient tout juste de recommander donc le vaccin AstraZeneca qui est efficace entre 62 et 70% aux professionnels de santé donc qui sont prioritaires, professionnels de santé de moins de 65 ans, car nous disposons encore de trop peu de données concernant donc les personnes âgées de plus de 65 ans concernant donc le vaccin AstraZeneca et autres personnes prioritaires, les personnes âgées de 50 à 65 ans qui ont également des comorbidités. Elles seront encore plus prioritaires par rapport aux autres. 10 millions de doses attendues dans les 3 prochains mois. Ça, c'est au niveau français, puisqu'on sait très bien que les doses ont été commandées au niveau européen. Tous ces vaccins, donc, on en attend 5 notamment donc, dans les prochains mois. Un petit mot de Sputnik, le vaccin qu'Angela Merkel va donc commander d'ici quelques temps, Florian. Oui, que nous pourrions commander au niveau même européen. En tout cas, il y a des discussions qui ont d'ores et déjà été commandées entre les Allemands et les Russes. Des toutes premières données ont été publiées, notamment dans la revue The Lancet. Vous voyez que ce vaccin Sputnik 5 serait efficace à 91,6%, même très efficace chez les plus de 60 ans. Alors, 2 conditions pour que ce vaccin puisse arriver en Europe. On m'explique au sein du ministère de la Santé. Première condition, que ce vaccin soit homologué par l'Agence européenne du médicament. Un dossier a été déposé il y a peu. Ce dossier est en cours d'étude et il faut aussi une proposition d'offre, c'est-à-dire que les 2 partenaires, les 27 ainsi que les Russes, se mettent d'accord sur une production commune, puisque depuis le début de cette pandémie, tous les contrats qui ont été signés par les Européens prévoient une production, en partie du moins, au sein de l'Union européenne. Donc, pour le moment, nous attendons. Un tout petit mot sur la question que je vous posais, qui n'était pas l'angle de votre papier. On est toujours dans le peloton de queue de la vaccination ? Oui, pour l'instant, nous vaccinons moins que nos voisins européens. On tente, c'est ce qu'on nous explique au sein du ministère de la Santé, c'est la priorité de vacciner au maximum les résidents en EHPAD. Nous avons vacciné plus de 50% des résidents en EHPAD à la date arrêtée de dimanche dernier. Quasiment 330 000 résidents en EHPAD ont reçu au moins une injection. On espère pouvoir vacciner l'ensemble de ces résidents en EHPAD volontaire d'ici la fin du mois et vacciner dans les 2 prochains mois les 8 millions de personnes ciblées par ce début de cette campagne de vaccination. Donc d'ici 2 mois, une campagne qui s'accélère, nous expliquons au sein du ministère de la Santé, et qui pourrait s'accélérer d'autant plus que de nouveaux vaccins, vous le voyez, arrivent régulièrement sur le marché. Donc le fait que AstraZeneca ait été homologué, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si pour le moment, vous l'avez souligné lors de cette émission,
vaccination, priorité est donnée aux professionnels de santé et aux personnes âgées de 50 à 65 ans. Merci beaucoup, Florian Tardif. Un mot sur Sputnik 5, docteur Laurent Alexandre. On a méprisé très clairement les Russes sur la mise au point de ce vaccin. On a dit ça marche pas, ils se vaccinent. Et aujourd'hui, on est quand même, on va leur commander des millions de doses. Vous connaissez la fable de La Fontaine, le héron. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on aurait plein de doses et qu'on avait bien négocié. Et puis quand on a réalisé courant janvier que la Commission avait mal négocié, avait des contrats conditionnels et que tout le monde lui était passé sous le nez et que Netanyahou recevait des millions et des millions et des millions de doses pendant qu'en France, les gens font la queue devant des vaccinodromes où il n'y a pas de doses, eh bien tout le monde a pris peur en Europe. Donc on s'est mis à moins mépriser les technologies asiatiques, qu'il s'agisse de Sputnik ou même de Sinopharma, qui n'a pas une efficacité terrible. C'est le chinois celui-là ? Oui, le chinois, on pense qu'il a une efficacité entre 50 et 60. Voilà. Alors pour ce qui est de Sputnik, il faudrait quand même que l'agence européenne dispose de l'accès au dossier. Il faudrait qu'on soit certain. Il a été déposé, visiblement. Il faudrait certain que les dossiers sources soient vérifiés, puissent être audités, comme le font normalement les agences européennes du médicament et puis l'agence américaine, la FDA. Parce que de manipuler des données est possible. Il faut qu'on soit certain que les données russes soient sûres, qu'elles n'ont pas été bidouillées, etc., etc. Donc ça va prendre du temps. Les agences européennes vont probablement devoir retourner aux dossiers sources et donc faire ce qu'on appelle du data management pour vérifier qu'on lui a donné les vrais chiffres d'efficacité. Jean Garrigue, c'est aussi une histoire de géopolitique. C'est ce que j'allais dire. Évidemment, c'est le bloc Russie-Chine face à l'Occident arrogant qui a cru que voilà. Et on voit encore les préjugés, et puis au-delà des préjugés, ce combat entre les continents. Alors, avec la Chine, avec cette dimension supplémentaire que ils sont considérés un peu comme les responsables de la pandémie. C'est de Chine qu'est venue la pandémie. Or, les Chinois vont peut-être être, j'allais dire, les plus gros bénéficiaires de la crise, puisqu'ils ont vendu leurs masques à toute l'Europe et au monde entier, et puisque peut-être que leur vaccin, là aussi, commence déjà à inonder les pays émergents, en tout cas, parce que là, beaucoup de pays émergents utilisent le vaccin chinois. Ils ont encore un peu de croissance, eux. Et en plus, ils ont une croissance. Donc, légère, mais par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Mais néanmoins, ils sont encore un peu en croissance. Elle n'est pas légère. Les chiffres de 2021 sont bons, après une croissance qui est restée positive en 2020. Ouais. Donc la Chine est la grande gagnante. C'est-à-dire qu'en valeur relative, l'Europe s'est effondrée par rapport à la Chine. C'est-à-dire que nous avons reculé. La part que représente l'Europe en termes de richesse par rapport à la Chine, ne cesse de reculer, a beaucoup chuté pendant la crise de 2008, 2009, 2010, et là, elle rechute pendant 2020, 2021. Donc, si on regarde le pouvoir d'achat européen par rapport à la Chine, il est encore supérieur à celui de la Chine, mais les deux courbes se rejoignent de plus en plus vite parce que l'Europe sous-performe beaucoup par rapport à la Chine. Donc, la Chine est la grande gagnante de cette épidémie. Mais les crises sont toujours les révélateurs de phénomènes beaucoup plus profonds. La montée en puissance de la Chine, la montée aux puissances aussi de cet idéal de régime plus ou moins autoritaire ou de démocratie illibérale qu'on voit monter, y compris en Europe, par rapport à cette relative impuissance de nos démocraties traditionnelles. Il y a tout ça qui vient se greffer dans l'esprit des gens et des pays et de la planète, je dirais, dans cette crise. En Europe, les candidats à vivre sous le régime chinois sont peu nombreux. Non, mais je pense, heureusement, Dieu merci. Voilà. Dieu merci. Et en Russie, on vient d'apprendre qu'un tribunal a ordonné une peine de prison ferme pour l'opposant Alexei Navalny. Donc, idem. On verra ce que vaut Sputnik 5. Et tant mieux s'il est efficace. Vous remarquerez que jadis, on faisait notre chochotte quand la Russie ne respectait pas les droits de l'homme. Mais là, Merkel, malgré l'incarcération de Navalny, va accepter de bouffer du Sputnik 5. Donc on est en train de ravaler nos théories droits de l'hommistes, tellement on a envie d'avoir des vaccins pour sortir de la crise. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera de ce variant britannique qui inquiète tant les autorités de la santé. Il est carrément aux alentours de 15 à 20% des contaminations en Ile-de-France. À tout de suite. 3 mois. On se retrouve en direct dans Punchline avec le docteur Laurent Alexandre, le docteur Rachida Inaoui-Rosé, Jean-Claude Dacier et Jean Garrigue. On va s'intéresser au variant britannique qui va devenir dominant dans notre pays. Ça paraît inéluctable. Écoutez le professeur Rémi Salomon. Il va devenir dominant, on le sait.
Ça, il va devenir dominant dans les 15 jours, 4 semaines qui viennent. Et donc, au mois de mars, c'est lui qui sera dominant. Et comme il est 40 à 70% plus contagieux, il va y avoir une accélération. Si on ne fait rien de plus, significativement rien de plus, il va y avoir une accélération de l'épidémie. C'est ça qui nous fait peur. C'est ce qui fait peur, docteur Alexandre, ce variant britannique qui peu à peu, évidemment, grignote le variant traditionnel, jusqu'à nous amener sur une situation incontrôlable de l'épidémie. On est dans une situation difficile. Comme on n'a pas de vaccin, le président n'a pas osé reconfiner. Parce que reconfiner sans vacciner, il y aurait eu une révolte. Les gens n'auraient pas supporté qu'on les boucle pendant un mois alors qu'on n'avance pas sur la vaccination. C'était insupportable. Il faut savoir qu'au 1er mars, il n'y a que 5% des Français qui ont reçu la première dose. Donc, face à cette situation de plantage européen sur la vaccination, confiner les gens n'était pas possible. Donc, on a décidé de ne pas confiner. Mais bien sûr, comme on ne confine pas, on a une explosion du variant anglais qui va devenir assez vite majoritaire. En Ile-de-France, on serait aujourd'hui pas loin de 20% déjà, donc on sait qu'il va devenir ultra majoritaire dans les semaines qui viennent. Alors, il est sensible au vaccin, mais on ne vaccine pas. Donc, et il est un petit peu plus dangereux que les autres variants. Donc, nous allons dans les semaines qui viennent, très malheureusement, avoir en Europe de l'Ouest une augmentation du variant anglais, une augmentation du nombre total de cas. Le cas israélien est intéressant. En Israël, comme vous le savez, il y a déjà 57 doses pour 100 habitants qui ont été injectées. Et il y a déjà en Israël une partie significative de la population, 23% ce soir au moment où nous parlons, qui ont déjà reçu les 2 doses et qui sont donc très largement protégés par le vaccin ARN puisqu'ils ne vaccinent là-bas qu'avec le vaccin ARN. Eh bien, malgré cette vaccination massive, du fait de la pénétration du variant anglais qui est à 55% en Israël aujourd'hui, il y a une baisse du nombre d'hospitalisations chez les vaccinés. Mais sur la population qui n'est pas encore vaccinée, il y a une explosion des contaminations. Et donc la résultante des deux, c'est que même dans le pays au monde qui a le plus vacciné, l'augmentation des cas chez la partie non vaccinée est aussi rapide que la baisse des cas chez les vaccinés. Avec un confinement à la clé en Israël. Bien sûr, alors que chez nous, personne n'étant vacciné, quand le variant anglais va se développer, on va être dans une situation d'extrême fragilité. Alors, on sait avec ce virus qu'il est difficile de prédire à plusieurs semaines, mais le risque qu'il y ait un emballement en Europe de l'Ouest, en dehors de l'Angleterre qui vaccine plus vite, qu'on ait un emballement sans possibilité de réponse par le vaccin est vraiment un grand risque. Quand on dit qu'à la fin du mois de février, il n'y a que 5% des Français qui ont reçu la première injection, alors que l'immense majorité des Israéliens auront déjà la première injection et une grosse partie la deuxième injection, on voit notre situation de fragilité face aux variants britanniques. Et là, on aura quoi comme solution ? Mais il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est de renforcer le couvre-feu ou de confiner ou d'accepter une augmentation de la mortalité chez les Français les plus fragiles. Nous sommes dans l'incapacité physique de vacciner. La réalité, c'est que nous n'avons pas de dose et nous n'aurons pas de dose. Le gouvernement prévoit que 8 millions de Français pourraient avoir été vaccinés dans 2 mois, fin mars. C'est-à-dire qu'au 1er avril, on aurait 12% des Français seulement qui sont vaccinés, à une période où en Israël, on sera à 85% des gens vaccinés. Donc notre situation, du fait de l'incurie de l'Union européenne, fait que nous sommes dans une impasse totale. Impasse politique, confiner sans vacciner est incompréhensible pour l'opinion publique. Reconfiner est vraiment très difficile dans cette ambiance-là. Et on ne peut pas accélérer la vaccination pour protéger les Français d'un variant anglais qui est sensible au vaccin, mais on n'en a pas, et qui malheureusement est plus contaminant et un petit peu plus dangereux. Donc la France est dans une impasse extrêmement difficile. Olivier Véran n'y est pour rien. La vraie responsabilité aujourd'hui, elle est dans le fait d'avoir confié à la Commission européenne, qui ne sait pas négocier l'achat de vaccins, cette chose aussi essentielle, cet enjeu de vie et de mort. C'est-à-dire que Macron n'aurait pas dû confier cette responsabilité à une Commission européenne qui ne savait pas faire ça. Docteur Inaoui Rosé, vous partagez l'analyse de docteur Alexandre ? En partie, sans être aussi pessimiste sur la vaccination, la bataille contre le variant anglais est perdue. On aurait pu faire quelque chose. Mais il est sensible au vaccin.
Il est sensible, mais la bataille contre la propagation de l'épidémie au variant anglais en France est perdue. C'était il y a 15 jours, quand il y avait quelques cas, qu'il aurait fallu fermer les quartiers, qu'il aurait fallu mettre les gens à l'hôpital ou à l'hôtel sans leur demander leur avis parce que c'était une histoire de survie. On ne l'a pas fait, on a fait d'autres choix. Je vois chaque jour dans le centre Covid, quand j'y vais maintenant une fois par semaine, des situations dramatiques de gens qui n'ont toujours rien compris à ce que c'est se mettre à l'écart de quelqu'un qui est positif. Tout le monde vous explique que non. En fait, les gens il n'y a pas de traçage correct, ni vers le haut, ni vers le bas. Vers le haut, c'est-à-dire savoir qui a contaminé qui, et vers le bas, le milieu familial, les gens se contaminent entre eux. Et quand vous leur dites, mais pourquoi telle personne n'est pas restée dans sa chambre pendant une semaine à lui apporter le plateau, on vous explique qu'on habite dans 50 mètres carrés, on vous explique que c'est pas facile avec les enfants. Il y a la situation dans les écoles où les enfants sont en train de se contaminer dans les cantines. On a beau faire, on fait semblant de faire les choses. On ne fait pas ce qu'il faut faire, et c'est la raison pour laquelle la bataille contre la propagation de l'épidémie à variant anglais était perdue d'avance parce qu'on a décidé de continuer à faire comme... Par contre... Donc on va droit dans le mur, là. On va droit dans le mur avec ce qui est du variant anglais. J'espère que le Sud-Africain arrivera beaucoup plus tard, normalement dans 3 ou 4 mois. Par contre, pour ce qui est de la vaccination, il y a eu du retard, certes. On a 1,5 million de vaccinés. On a vacciné les très, très, très fragiles d'au moins une première dose. On est en train de faire les deuxièmes doses pour le mois de février. J'espère qu'on va recevoir l'AstraZeneca en forte dose pour vacciner tous les soignants et que d'ici fin mars, on sera autour de 8-10 millions. Je dis 8 millions, ce qui fera 10% de la population. Mais malheureusement, on se rend compte que les 10%, plus l'immunité collective que nous avons actuellement, qui est autour de 25-30% dans certaines régions et 20%, ne nous amène pas aux 50% souhaités qui nous permettront de freiner l'épidémie, ou tout de moins un tout petit peu. Alors que peut-être que ce plateau sur lequel nous sommes, qui est très haut, mais il faut savoir qu'on n'est plus en plateau, il a décollé. C'est une augmentation progressive, régulière, qui n'est pas encore exponentielle, mais tous les hôpitaux se préparent à une déferlante pour mi-février. D'accord. Et nous, on sera en pleine période de vacances scolaires. Il faut allonger la période de vacances scolaires. Dès la fin de la semaine les écoles. Là, ce week-end, on ferme. Il faut l'annoncer là, parce que les parents, encore une fois, ils n'ont pas la baguette magique pour garder les enfants. C'est le 6 février dans certaines régions, fermons pendant 4 semaines toutes les écoles. C'est très difficile. Vous savez, on est à 1 an de l'élection présidentielle. Les résultats sont imprévisibles aujourd'hui. Macron a peur parce que l'opinion est à bout. Compte tenu du fait qu'on vaccine trop lentement, on ne va pouvoir supprimer des confinements et couvre-feu et mesures liberticides que très lentement. La France ne va sortir que cet été ou à l'automne de la situation de l'impasse dans laquelle elle est, puisqu'on ne va vacciner que très très lentement. Donc pour Macron, c'est très difficile de prendre des décisions difficiles et courageuses aujourd'hui, et il hésite, on l'a vu. Tout le gouvernement, et Castex en premier, voulait qu'on reconfine ces derniers jours, et Macron n'a pas voulu. Et il est dans une situation impossible. On voit bien que l'arbitrage entre le politique, le sanitaire, l'économique, le psychologique est aujourd'hui infaisable. Il a été piégé par la Commission européenne. Il ne peut pas s'en sortir de ce piège. Il ne peut pas s'en sortir. Il espérait pouvoir vacciner vite. Il a cru que la Commission européenne était compétente et il s'est trompé. Mais ça, c'est une faute politique qu'il paie très cher d'avoir fait confiance à la présidente de la Commission européenne. Alors, Jean Garrigue. Non, ce qui est intéressant, c'est que précisément Emmanuel Macron, et je le disais tout à l'heure, ait repris la main sur en essayant de s'extirper un tout petit peu de la logique uniquement sanitaire, et en montrant que c'était à lui de décider. Maintenant, effectivement, sa décision, qui est au fond de différer les décisions, sa décision, elle est tributaire de ce qui n'a pas, c'est-à-dire les doses. Et c'est effectivement, on en revient à la responsabilité de la Commission européenne, d'autant plus que, d'après ce que j'ai compris, les AstraZeneca vont avoir beaucoup de retard, et que là encore, ce retard, on peut l'imputer à la société elle-même, qui a produit le vaccin, mais on peut l'imputer aussi aux négociateurs de la Commission européenne, parce que c'est pas normal qu'on se retrouve aujourd'hui à se dire, ah tiens, on va recevoir un quart simplement de ce qui avait été prévu par les contrats. Donc c'est là qu'il y a un véritable problème. Du côté de la gestion française,
française, on a bien l'impression qu'ils font ce qu'ils peuvent. Là où je retiens ce qu'a dit Olivier Véran, qui se targuait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est lui ou Castex cet après-midi, lors des questions d'actualité, d'avoir réussi le traçage, isolement, etc. Et là, effectivement, on est en contradiction avec le réel. Depuis qu'on est rentré en phase de vaccin, on a complètement relâché. Et je peux vous dire que moi, mon dernier espoir, puisque le gouvernement ne peut plus rien, c'est que chacun prenne conscience de la nécessité de s'auto-confiner sans qu'on leur donne les règles dès qu'il y a une suspicion et de se faire tester et de faire l'enquête. Je veux dire, là, mais les gens sont responsables quand même. La moitié. Même, on a des symptômes, on est testé positif, on reste chez soi. Mais non, contrairement à ça. Et les gens continuent à aller faire des fêtes de nuit, des restaurants, etc. Non, mais vous vous rendez pas compte. Des restaurants. Mais oui, ils sont en arrière. Non, il y a plein de restaurants illégaux. Il y a même des magistrats de la cour d'appel qui étaient dans un restaurant. Mais partout. Fake news. Les taxis. Ça a l'air sérieux, cette Les affaire. taxis circulent de nuit avec les gens avec des bouteilles d'alcool. Mais là, il y a des contrôles dans tous les sens. Mais les policiers sont. On n'a pas su confiner. On n'a même pas su faire des petits confinements localisés sur du virus variant et autres. On ne sait pas faire. Il faut reconnaître. Et c'est la moitié de la population fait correctement les choses, l'autre moitié ne fait pas. On est dans un système de domino. Quand il y en a un qui ne fait pas, ça fait tomber le reste. Il faut reconnaître aujourd'hui, en plus, qu'on est un peu échaudé de voir que des pays ultra raisonnables comme les Pays-Bas ont des émeutes la nuit, avec des destructions des vélos. Ils ont détruit les parcs à vélos, les gens qui en avaient marre du confinement. Le vélo, c'est quand même sacré en Hollande. Ils ont mis le feu au vélo et les gens sont excédés. Et en France aussi. Donc il est difficile de serrer le kiki et la cocotte minute encore plus, alors que l'opinion est excédée. On a un vrai risque en France aujourd'hui de manifestation contre le confinement. Il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui risquent d'avoir des actions violentes et on risque d'avoir des réactions très très fortes. Donc on ne peut pas aujourd'hui avoir uniquement un regard sanitaire parce que la tension politique va devenir difficile. Et si les très sages Hollandais que je connais bien font des émeutes plusieurs nuits de suite, on imagine ce que ça pourrait être dans les banlieues françaises quand on se souvient de 2005. Alors, ces manifs politiques très à droite, c'est vrai ça? Oui, en Pays-Bas. Oui. Enfin, parmi les opposants aux politiques anti-Covid, on a dans beaucoup de pays des gens qui sont très très à droite. Mais c'est aussi en France la même chose. Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot sont les gens les plus anti-vaccins, sont les gens les plus anti-confinement. Donc on retrouve effectivement parmi les anti-vaccins et anti-politiques, anti-Covid, beaucoup de gens d'extrême droite dans la majeure partie des pays européens. Ce n'est pas spécifique à la France et à la Hollande. Un mot sur la jeunesse que vous évoquez dans votre livre.